italien, comme La classe ouvrière va au paradis d'Elio Petri. Et nous avons aussi présenté un film de René Vauthier, décédé récemment, qui est aussi un exemple de cinéma militant. Alors, ce soir, pour clore le cycle, il y aura aussi une deuxième projection demain. Nous présenterons le film très classique de Gilles Groux, 24 heures ou plus, auquel a participé donc un de nos invités, Jean-Marc Piot, au moment de sa réalisation. Et Jean-Marc apparaît dès les premières minutes du film, si le souvenir est bon. Et j'ai tenu donc à ce qu'il soit présent avec nous. Demain soir, nous allons présenter Le dos au mur de Jean-Pierre Thorne, qui est aussi un film sur les mouvements syndicaux en France dans les années 70-80, qui est aussi un des classiques du genre, dans une autre perspective. Et la troisième partie de ce cycle interroge en fait la manière dont on veut penser la question qui est la nôtre, celle du rapport entre le beau et le politique, mais dans une perspective, disons, plus historique, plus sur le long terme. Alors qu'au départ, ce qui m'a intéressé, c'était d'inviter des gens qui avaient fait un travail militant et des gens qui étaient eux-mêmes des militants du cinéma à venir échanger sur justement cette question de l'esthétique et de la résistance. Dans la deuxième rencontre, alors, on a eu plutôt une discussion beaucoup plus formelle sur, disons, vraiment les caractéristiques de l'esthétique dans la production de l'art politique et du cinéma politique. Et ce soir, ce dont j'avais envie de parler avec vous, c'était d'ouvrir la question dans un sens plus large sur s'il est vrai qu'il existe quelque chose comme une esthétique à la politique. Est-ce que c'est quelque chose qui doit se référer nécessairement au passé, par exemple? Est-ce que les modèles, les modalités de l'esthétique auxquels nous pensons lorsqu'il s'agit de réfléchir sur, par exemple, l'engagement militant ou la représentation de l'engagement militant, est-ce que nous sommes toujours conduits d'une certaine manière à reproduire les mêmes chaînes esthétiques, le même type d'imaginaire, le même type de... un peu comme si nous étions condamnés d'une certaine manière à la nostalgie. Et en fait, j'ai voulu donc ce soir inviter des gens qui sont des universitaires, mais ne vous effrayez pas, la nature du débat ce soir ce n'est pas un colloque, mais ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé sur soit un aspect ou un autre de la question, soit sur l'histoire du syndicalisme, comme mon collègue Jacques Rouillard, que vous connaissez peut-être, qui est un des grands spécialistes de l'histoire du syndicalisme au Québec. Jean-Marc Piot, qui est donc professeur de sciences politiques à l'UQAM, qui a posé les termes, en fait, dans un texte paru il y a déjà de nombreuses années, avec tout mon respect, sur la différence entre deux types de syndicalisme, qu'on pourrait appeler une forme de syndicalisme de boutique puis un syndicalisme de combat. Et en fait, à ma grande surprise, par exemple, en 2012, ce texte a énormément circulé pour montrer les différentes réceptions, donc les différentes manières de penser le combat politique. Et je me souviens d'ailleurs d'un texte récent de Jean-Marc où il revenait justement sur ce texte pour essayer de montrer quelles pourraient être les nuances à apporter aujourd'hui. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc Jean-Marc est un des protagonistes du film 24 heures en plus de Gilles Groux, et il m'a semblé intéressant de voir comment réagir par rapport à quelque chose comme un engagement comme celui qu'on a connu celui que vous avez connu dans les années 70, 80 et ce qu'il peut être aujourd'hui. Lucie Baudry, donc, qui est professeure à l'UQAM, de sciences politiques aussi, je croyais que vous étiez donc de sciences politiques à l'UQAM aussi, et qui a beaucoup travaillé aussi sur des rapports entre esthétique et politique, peut-être pas nécessairement dans le cadre du cinéma, mais encore une fois, personne ce soir ne prétend avoir une expertise particulière en cinéma. Ce qui nous intéresse, c'est d'élargir les cadres de la réflexion sur cette esthétique. Et enfin, Martine-Emmanuelle Lapointe, qui, est-ce que j'ai oublié un des noms, c'est ça, et qui a donc beaucoup aussi réfléchi sur la question et qui a publié, pour ma part, ce qui est un des plus beaux livres que le printemps 2012 a engendré, parce qu'il permet de montrer justement, disons, à quel point, sur le plan esthétique précisément, et à la fois
de manière collatérale sur le plan politique, le mouvement de 2012 était vraiment un mouvement pluriel. Et je crois que c'est aussi ce qui faisait sa grande force, c'était précisément son pluralisme. Et c'est quelque chose qui est flagrant dans le livre, qui a pour titre déjà, c'était... Le Printemps québécois, une anthologie, pardon. Voilà, Le Printemps québécois, une anthologie, donc aux éditions Éco-Société. Donc un livre que je vous conseille vivement. Alors voilà, pour ce qui est de la procédure, comme je disais, ce qui m'intéresse en fait, ce qui devrait nous intéresser ce soir, c'est si nous essayons de donner quelque chose comme un contenu, si effectivement la politique a un contenu et pas simplement une forme esthétique, est-ce que c'est quelque chose qui d'emblée nous enferme dans une certaine nostalgie du passé? Ou est-ce qu'on peut voir qu'il y aurait comme, par exemple, une progression ou des différentes représentations de ce que c'est que, par exemple, ne serait-ce que la beauté du combat politique? Mais ça peut être aussi quelque chose qui est lié, par exemple, à ce qui a été caricaturé. L'exemple que je donne très souvent, c'est que pour moi, un geste que je continue de trouver beau, même s'il est jugé romantique, ben, c'est le poing levé. Tout le monde, bien bon nombre, vont juger qu'il est aussi ridicule que, par exemple, l'expression solidarité. Et en fait, j'ai l'impression parfois que ce geste, ou le même mot de solidarité, a fini par perdre de sa beauté parce qu'il a été caricaturé, jugé avec, disons, condescendance, etc. Peut-être pour des bonnes raisons aussi, ce sera à vous de voir. Donc écoutez, pour l'ordre, je n'avais pas prévu d'ordre particulier, mais je peux peut-être y aller de la façon la plus simple possible, à ma gauche, non? Ou alors peut-être que vous voulez commencer, Lucie? Ouais. Alors Bon, alors, je vous remercie d'être là, et c'est un sujet qui m'intéresse, mais comme je l'ai dit à M. Nadeau, je ne suis pas spécialiste du cinéma, je m'intéresse à l'expression artistique dans son lien avec le politique. Et en lisant le texte que vous avez fait pour nous convoquer, évidemment, il est question des mouvements sociaux des années 60, 70, 80 et du mouvement syndical. Nous avons deux spécialistes ici, mais ça m'a fait penser que pendant très longtemps au Québec, la production culturelle et artistique, pendant une certaine période où le militantisme était important, avait une connotation marxiste, un engagement marxiste, et il y avait aussi cette idée d'avant-garde, une avant-garde artistique qui est souvent, et qui a été souvent privée à une idéologie ou un discours politique, comme par exemple beaucoup de mouvements artistiques avaient des manifestes, le théâtre aussi a eu une connotation, je dirais, marxiste. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais c'est simplement que, d'après le texte et les questions que vous posez, c'est que le lien entre l'esthétique ou l'art, ou l'expression artistique et le politique, n'est pas tant disparu que transformé, modifié. Il est modifié parce que ce qui est politique émane de l'œuvre et non d'un discours qui peut être en extériorité avec la production artistique. Et puis, par exemple, en art visuel, on voit ça, mais je pense que ça vaut pour d'autres formes d'art, parce que les arts visuels ou d'autres formes d'art sont pluridisciplinaires maintenant, et une des caractéristiques, c'est que, bon, on peut penser à l'installation, on peut penser à toutes sortes de formes d'art, une des caractéristiques, c'est la distance que les artistes ont pris par rapport au formalisme et par rapport à ce qu'on appelait pendant très longtemps l'esthétique. Et le lien avec le politique, maintenant, n'est plus arrivé à un discours politique. Il émane de l'œuvre, il peut être dans l'institution, mais il peut aussi confronter l'institution. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les œuvres qu'on disait engagées autrefois, c'était la notion qu'on avait dans l'art engagé, l'art politique, l'art d'avant-garde. Maintenant, c'est un art qui, au lieu d'avoir un message, pose des questions et laisse ouvertes les réponses aux spectateurs, aux visiteurs. Et par exemple, on peut dire
peut-être que depuis la fin du monde communiste, depuis la fin de l'hégémonie intellectuelle du marxisme, mais c'est une hégémonie, ça ne veut pas dire que c'est disparu, mais il y a eu un tournant dans le monde des arts visuels et l'engagement n'était plus arrivé à un discours politique, ce qui fait que les œuvres interrogent les spectateurs, les font participer et ont beaucoup de questions et laissent libres les réponses. Et ce qui est intéressant aussi sur le plan politique et l'expression artistique politique, c'est que le plus souvent, les œuvres ont une posture ou une position politique contre-hégémonique, c'est-à-dire contre le statu quo, contre le discours établi. Et c'est à cet égard qu'on appelle le questionnement ou l'interaction, c'est bien d'avoir les médias sociaux, l'interaction dans les arts visuels, les installations, mais c'est dans les questions que se situe le politique, puisqu'il n'y a pas de réponse toute faite par les artistes, mais on pourra en rediscuter. Comme par exemple, on peut discuter de toutes sortes de formes d'art politique ou d'expression culturelle politique, mais il faut comprendre que pendant 20 ans, ou sinon plus, l'expression artistique, beaucoup de productions culturelles au Québec étaient marxistes, mais je pense même aussi au féminisme. Par exemple, il y avait le théâtre de cuisine, il y avait le théâtre parmi nous, il y avait la production culturelle engagée au Québec pendant très longtemps avait une connotation marxiste, mais ça ne veut pas dire que c'est complètement disparu, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, mais simplement, ce qui caractérise les arts, c'est l'éclectisme, la diversité, mais surtout la diversité des formes, mais constamment des interventions critiques et interrogatives. Donc c'est un art réflexif, un art interrogatif, mais sans message particulier, contrairement à... Et je vois par exemple M. Pelletier, qui a beaucoup travaillé sur la littérature et l'art engagé, qui pourrait vous expliquer mieux que moi ce que je veux dire dans le changement de position dans la relation art et politique, ou expression culturelle, ou production culturelle. Pour moi, c'est au sens large l'art, puisque les disciplines sont interreliées, bien souvent. C'est à peu près ce que je voulais dire, d'après vos questions du texte. Merci, ça pose certains jalons. Donc, si je comprends bien, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y avait quelque chose comme le discours artistique faisait davantage bloc autour de messages politiques teintés par exemple, le marxisme, alors que, d'une certaine manière, l'art s'est réapproprié un message politique qui lui est propre. Ce n'est pas un message politique qui s'est associé à un mouvement artistique, c'est plutôt l'art qui s'est donné un message politique qui lui est propre. Et comme l'art est pluriel, alors le message politique aussi a été pluriel, mais en même temps aussi cette deuxième caractéristique, c'est que ce message politique est d'abord et avant tout celui de poser des questions plutôt que d'affirmer des principes. D'avoir un message. Alors je ne sais pas lequel d'entre vous, peut-être Jean-Marc, En fait, j'ai pris aucun... J'ai un cahier ici, mais tout, il n'y a rien d'écrit. Enfin, je n'avais rien préparé, je ne savais pas trop ce qui était pour se passer. Je pense que dans cette période-là, des années 60-70, le marxisme était utilisé plutôt comme... c'était comme un instrument d'analyse de la société, puis ça donnait un espoir de transformation radicale. Mais, on dit participer est un marxiste, toi. Il y a eu une éditoriale à un moment donné où j'ai écrit dedans qu'on était marxiste-léniniste. Mais en fin de compte, je connais maintenant très bien le marxisme-léniniste, et c'est absolument pas le marxisme-léniniste, on ne connaissait pas ça. Comment dire? Et il y a beaucoup de ça, par exemple, les femmes dans le théâtre, ça, qui reprennent le marxisme, ils prennent le marxisme comme une espèce d'interprétation générale de ce qui se passe, et avec l'espoir d'un changement radical. Alors, c'était pas... il y a eu un débat à un moment donné sur les 50e anniversaire de la création de Participer, toi. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un qui venait de Pologne, il disait, ben, c'était marxiste. Ben, j'ai dit, où ça? Par exemple, il n'y a rien, il n'y a aucune différence du réalisme socialiste. Toi. Puis je vous mets au défi, ceux qui connaissent un peu le marxisme, de lire Participer de la première page à la dernière page, vous allez vous ennuyer à la fin. Mais vous allez voir que, d'une perspective, c'était nationaliste,
Puis quand on parle un peu comme ne comptons sur nos propres moyens, c'est nationaliste, puis le marxisme sert ce nationalisme. Ah oui. En ce qui concerne la relation art et culture, c'est que dans une partie politique, la culture se pose la question, si vous êtes un individu qui s'intéresse à la politique, et que vous vouliez changer la société, c'est comment vous allez rejoindre les gens qui ne pensent pas comme vous. Parce que vous ne pouvez pas changer la société, à moins que vous dites vous l'imposez de l'extérieur. Alors, comment vous faites en sorte de pouvoir relier, trouver des gens qui ne pensent pas comme vous et les convaincre d'avoir une autre perspective? C'est ça le grand conflit, la grande difficulté du politique. Alors, ça, c'est une question qui est un peu différente de la question des arts. La question des arts, par exemple, à parti pris, on avait tout le culturel et beaucoup axé sur les arts. Et le problème se pose, là, je vais vous parler plus de Gilles Groult, par exemple. Alors, Gilles Groult, il voulait faire un cinéma politique. Alors, dans sa perspective, il ne voulait pas, et ce qui était complètement rejeté, c'est le cinéma hollywoodien, tu vois, avec une belle histoire, lesquelles les gens peuvent s'identifier, puis à la fin, évidemment, ça finit toujours bien, tu vois. Alors, toute cette histoire-là, il disait, les gens, ça c'est Brecht, hein, les gens s'identifient au personnage, puis ils sortent de là, ils sont bien ravis, ils n'ont pas pensé. Alors, comment faire en sorte que les gens qui voient un film l'aiment, hein, Brecht il disait, il faut que les gens se divertissent, aiment ça, mais en même temps les entraînent à réfléchir. Alors, Gilles Groult, c'est ça qu'il pensait, quoi. Alors, par exemple, à la fin, peut-être pas au début, mais quand je travaillais avec lui, il ne voulait pas avoir un caméraman qui faisait des films trop léchés, tu sais, des caméras trop léchées. Par exemple, il ne voulait pas travailler avec Michel Gros, qui était un très beau caméraman, parce qu'il est tellement léché, tu vois, que tu sais, les gens se perdent dans ça. Il ne voulait pas ça. Évidemment, il aimait des belles jeunes filles, tu vois. Puis quand on travaillait sur le montage, il disait, regarde encore moi. Là. Alors, il enlevait des belles filles qui venaient partout, tu vois. Mais en même temps, c'est que... en même temps, c'était, par exemple, moi j'ai monté le film à peu près pendant 5 heures avec lui, tu vois. Alors, à quel moment, disons, on met de la musique, tu vois? La musique, il faut dire, il y a des films, vous enlevez la musique, puis c'est plate à mort, tu vois. Parce que la musique, ça vous transporte l'affection. Le dernier, qui est un excellent réalisateur, le dernier, comment il s'appelle, le jeune réalisateur. Le dernier film qui a été pas aimé, là, enlever la musique, j'avais trouvé ça très plate. Vous sortez de là, l'affectivité est plus riche, tu vois. Alors, Groult était aussi très, très attentif à ça, tu vois. Alors, dans le film 24 heures ou plus, il dit, pour que les gens aient une distanciation, en haut, il y a comme un petit carré de télévision où, moi, au Groult, on réagissait à ce qu'il disait, toi, pour avoir une perspective distanciée, toi. Alors, pas une voix commentaire off, là, comme s'il n'y avait pas personne, c'était une voix de Radio-Canada, tu sais, officielle. C'était, c'est ces gens-là qui posent le jugement sur ce qu'ils doivent, toi. Alors, tout était pensé de cette façon-là. Mais en même temps, Groult était extrêmement... dans le film, à un moment donné, je pense qu'il s'appelle Koum Koum. Maintenant, c'est lui qui est rendu le négociateur en chef des cris. Hein? Tout ce qu'il entend, Koum Koum, je pense qu'il s'appelle. Alors, à ce moment-là, il était interviewé dans le film avec... il y avait comment il s'appelle? C'est un grand cinéaste, puis vous allez voir, un grand cinéaste, puis en même temps un grand poète. J'ai oublié son nom, vous avez... Hein? Oui. Je ne me souviens pas son nom. Tu sais, des films sur un peu l'histoire du Québec. Oui, Pierre Perrault. Il y a une discussion avec, puis c'est là, il y a une discussion avec Koum Koum, puis d'autres, tu vois. Puis à un moment donné, il dit, vous autres, vous ne savez pas chasser, c'est nous autres les meilleurs chasseurs, ainsi de suite, tu vois. Absolument inattentif au discours de Koum Koum. Alors, c'est long, cette partie-là, toi. Et pour des gens qui... Alors, il disait, on le laisse totalement, ça, même si les gens vont trouver ça trop dur, parce qu'on ne l'entend jamais, cette personne-là. Alors, il y avait cette espèce de volonté-là, puis une espèce de curiosité incroyable. Il disait, le journal Allopolis, ça n'existe plus, puis il prenait ça partout, toi.
Alors, par exemple, il y a eu un moment donné, ça se passait près de l'UQAM, il y a quelqu'un qui avait été un peu rejeté par ses patrons. Il prenait plein d'utilisations, puis ses patrons, à un moment donné, ils ne le voulaient pas, ils l'ont même mis en part. Alors, il est arrivé, puis il les a tirés. Alors, il a dit, ben, je vais aller voir la femme pour voir ce qui s'est passé. Alors, il y avait comme une espèce de curiosité très, très grande, puis un respect tout à fait intégral des gens qui interviewaient. Ça veut dire que même si c'était trop long, ils disaient, bon, il faut le garder parce qu'ils n'ont pas... Alors, il y avait cette volonté-là. Est-ce que, maintenant, est-ce que ces films rejoignaient le public qui voulait? Je pense que c'est des films très difficiles, toi, puis Grou n'arrivait pas, peut-être, c'est un problème fondamental, il n'y a pas de solution en disant on va faire telle chose. Toi. Alors, Grou avait une volonté, puis les cinéastes de sa génération l'aimaient tous parce qu'il était très inventif et créatif. Il ne voulait pas faire quelque chose sur le même, comme quelqu'un qui écrit toujours le même roman avec la même style, il ne voulait pas ça. Toi. Alors, ça fait que ça devient très exigeant. Alors, comment vous allez rejoindre des gens qui aiment le cinéma, ils aiment le cinéma américain, ils vont avoir trouvé ça très difficile. Alors, il n'y a pas de solution simple. La solution simple, c'était les partis communistes qui ont dit on va faire du socialisme réaliste. On va mettre des paysans, des ouvriers dedans, ainsi de suite. Mais là, je veux dire, évidemment, les créateurs trouvent ça un peu restrictif, comme c'était complètement rejeté. Et ça n'a jamais été appliqué ici par exemple, y compris des groupes de théâtre, ainsi de suite. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, je me disais c'est quand même deux thèses très contrastées, mais en fait, dans le fond, c'est qu'on peut très bien imaginer un propos politique qui est marqué par ce qu'on pouvait appeler le marxisme, même si ce n'en était pas. C'est-à-dire, même si, comme tu le dis, on se réclame du marxisme-léninisme sans savoir exactement ce que c'est, mais il en demeure pas moins qu'il y a, disons, une certaine volonté commune, ces objectifs communs, il y a certaines, disons, visions communes, qui fait en sorte que même si on est à l'écoute, par exemple, dans le cas de Gilles Groult, du réel, c'est-à-dire on va... Autrement dit, la culture et la beauté des combats sociaux, elle ne se trouve pas simplement justement dans le fait de filmer une manif, mais elle est aussi dans le témoignage d'une personne qui, par exemple, a été témoin d'un crime ou que ça. Alors ça, c'est donc autrement dit les réalités sociales. Donc, et que en fait, c'est que si je comprends bien, la manière dont vous le thématisez à vous deux, c'est au départ on disait aujourd'hui il y a davantage de pluralité de discours. Vous, la nuance, Jean-Marc, que vous apportez, c'est que le marxisme, on peut difficilement y voir comme une espèce de discours homogène, parce que de toute façon, ce n'était pas véritablement du marxisme, c'était plutôt une série de positions qui s'inspiraient de... Je pense que la grande différence, c'est qu'à ce moment-là, disons, on avait comme un grand champ d'interprétation qu'on interprétait de façon très, très différente. Le mouvement féministe, au début, c'était le marxisme réinterprété en fonction de ça, et un espoir. Aujourd'hui, essayez de trouver l'espoir, comprenez-vous? Il y a des luttes, toi, puis ce qui est très fort actuellement, dans un des derniers séminaires de maîtrise que j'ai donné à l'UQAM, il y a une étudiante qui prend des positions, puis j'ai dit, tu es une anarchiste. As-tu comment ça, je suis un anarchiste? J'ai dit, lis. Et effectivement, c'est à peu près une espèce de révolte contre le système établi, mais sans solution, sans perspective politique de transformation. Et c'est ça qui est dominant. Alors, si vous voulez avoir un discours sur un discours politique, il faut que vous ayez, disons, pas dans la situation de désarroi comme actuellement. Disons, les gens regardent ce qui se passe en Grèce, mais comment la Grèce va pouvoir se battre contre ça, toi? Alors, c'est un peu dans la situation, c'est une situation de désarroi, toi, et il n'y a pas, à mon avis, de théorie, de stratégie qui pourrait réunir tout le monde, sauf d'une perspective réformiste. On se bat contre ce système-là qu'on haït, on ne sait pas par quoi le remplacer, toi. Oui, c'est ça. Peut-être que malgré tout, ce qui unifiait les discours, c'était non pas simplement, disons, de vouloir faire opposition mais d'espérer un changement radical de paradigme politique. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, les discours politiques que nous entendons, que ce soit dans le milieu artistique ou ailleurs, du moins dans la gauche en général, la perspective ou l'idée d'une transformation radicale semble beaucoup moins présente. Ça, c'est peut-être un des facteurs, disons, d'obscurcissement, mais il y a aussi le fait que même si la violence, la répression
est dans une certaine mesure, et là je parle avec d'énormes guillemets, moindre que celle qui a pu exister dans les années 60-70, même si 2012 nous a rappelé que la répression politique pouvait être particulièrement violente et brutale. Elle est moins systématique, peut-être. Il y a aussi toute une partie disons, par exemple, des protagonistes des luttes des années 60-70 qui ne sont plus du tout dans les mêmes conditions de travail aujourd'hui que celles qu'on a pu connaître justement dans les années 60-70. Par exemple, le type d'interview que vous avez fait avec ces jeunes hommes dans des usines dans 24 heures ou plus, le discours serait très différent, la réalité serait très différente aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pour autant que les luttes n'ont plus leur pertinence ou qu'elles n'ont plus le même sens. Mais donc, c'est peut-être que justement et l'esthétique et le discours politique ne peuvent plus être les mêmes, tout simplement parce que d'une part, les réalisations des mouvements sociaux des années 60-70 sont quand même très présentes aujourd'hui, alors qu'elles n'existaient, pour ainsi dire, pas à l'époque. Mais d'autre part aussi, c'est peut-être que la volonté, disons, d'une transformation radicale, paradoxalement, semble encore plus loin. C'est-à-dire, même s'il y a des gains qui nous montrent que les luttes ont vraiment permis de réaliser des choses, même s'il y a des gains concrets qui permettent de montrer que les luttes ont permis de réaliser des choses, paradoxalement, on a l'impression que l'espoir d'une transformation beaucoup plus forte de notre manière de penser la politique en société s'éloigne chaque jour davantage. Et effectivement, pour bon nombre, c'est le constat. Et en même temps, peut-être que ce n'est pas un diagnostic qui est juste par rapport au combat politique et esthétique que l'on retrouve aujourd'hui. Je vais peut-être maintenant laisser la parole donc à Martine Emmanuel. Oui, est-ce que je peux avoir le... Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je l'approche, je déteste le micro. Donc, je vais essayer de penser les liens entre culture et résistance à la lumière de la littérature contemporaine, et plus particulièrement des écrits de la grève. Je vais me placer vraiment dans la perspective au fond, l'héritière, de celle qui n'a pas vécu les années 60-70, et aussi dans celle de l'enseignement, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'aborder les rapports entre littérature et politique dans un séminaire qui était consacré justement à la littérature québécoise contemporaine. Donc avec mes étudiants, on a vraiment tenté de penser les rapports entre le littéraire et le politique, et plus particulièrement dans les nombreux textes qui ont inspiré la grève étudiante de 2012. Donc c'est vraiment retrouvé dans une impasse. En fait, on était confrontés aux apories d'une réflexion qui nous condamnait à reconduire une conception qui était presque toujours, au fond, une conception peut-être un peu désuète, un peu naïve de l'engagement littéraire. Donc cet engagement devait reposer, nous semblait-il, sur une forme de croyance en un dogme, en un idéal, en un projet esthétique et politique, ou à l'inverse, sur une forme de refus de certains codes culturels et sociaux. Et finalement, c'était circulaire, c'est-à-dire qu'on se retrouvait avec les codes, le langage, les formes hérités des années 60-70. Comme si on n'arrivait pas à penser autrement, au fond, l'engagement dans la littérature contemporaine. Notre réflexion réanimait inlassablement les spectres donc des écrivains des années 60, Aquin, Miron, Chamberlain, Godin. Et les textes du printemps 2012, à côté de ce panthéon-là, me semblaient assez moroses. Le si beau vers de Miron, qui a été scandé à maintes reprises pendant la grève étudiante, nous sommes arrivés à ce qui commence, nous paraissait aussi témoigner à la fois de l'instrumentalisation d'une conception figée de l'engagement littéraire, mais aussi témoigner de son impossible dépassement. Et c'était vraiment curieux parce que ces étudiants-là avaient participé à la grève de 2012. Donc moi, je m'imaginais qu'on arriverait peut-être à sortir quelque chose de notre lecture des textes, et finalement, c'était un peu difficile. Donc les textes qu'on avait lus dans le cadre de ce séminaire mettaient vraiment en évidence l'impossibilité de s'engager activement. Donc on avait lu Terre des Contes de Patrick Nicole, roman dans lequel le narrateur se réfugie dans l'ironie, dans le cynisme. On avait lu Année rouge, Printemps spécial, textes dans lesquels l'indignation, la colère dialoguent avec une sorte de légèreté surfaite, une quête de sensations fortes, qui mettait à mal l'idée même d'une prise de parole politique dans la cité. Donc toujours les mêmes apories, cette impasse-là. Donc on en est arrivé à deux constats.
D'abord, il n'y a pas de réponse simple à la question de l'engagement. C'est un peu ce que vos interventions aussi laissaient entendre. On peut difficilement renouer avec la surpolitisation des arts et des lettres. On peut difficilement croire en une parfaite autonomie aussi de la parole littéraire, donc la vérité se situerait dans un entre-deux. On n'arrivait pas donc, comme je le disais, à trouver une manière contemporaine de penser la rencontre du littéraire et du politique. Et ce qui semblait émerger le plus souvent de nos réflexions, ce qui semblait revenir, c'est que c'était pas tant le politique qui prenait le devant de la scène que l'éthique. Comme si, désormais, penser l'engagement, ça devait se faire à partir d'une réflexion sur les problèmes du vivre, donc sur des problèmes plus existentiels. Donc, ça, c'était notre premier constat. Notre deuxième constat, c'était qu'il y avait une sorte de palimpseste de la révolte et de la résistance au Québec, voire une sorte de grammaire de celle-ci qui ramenait donc aux luttes et aux textes manifestaires des années 60-70. Donc, je vais vous en donner un exemple très précis, toujours dans la perspective de l'enseignement, puisque c'est un exemple tiré d'un mémoire de maîtrise qui a été déposé tout récemment par un de mes étudiants, qui s'appelle Olivier A. Savoie. Et ce mémoire portait sur la construction historique de l'événement Nuit de la Poésie 70. Et donc, dans la conclusion de son mémoire, il parle un peu du legs de la Nuit de la Poésie 70, de la manière dont cet événement est aujourd'hui considéré chez les plus jeunes écrivains. Donc, je cite un passage de sa conclusion. Donc, il écrit « Certains membres de la jeune communauté poétique sont aujourd'hui de plus en plus sceptiques face à cet héritage et critiquent l'impératif d'engagement de l'époque, vu comme réducteur, tout en remettant en question les fondements du grand récit avec lequel ils tentent de rompre afin de penser un nouveau rapport à la poésie, à la cité, à la lumière de référents nouveaux, mieux adaptés à la réalité d'aujourd'hui. » Donc, scepticisme d'une part, mais d'autre part, chez d'autres poètes, une sorte de nostalgie, celle que tu as évoquée au tout début, nostalgie pour une époque où il est encore possible de conjuguer poésie populaire et engagement dans les débats sociaux. Et il a retenu, donc, Olivier, un passage tiré d'un recueil de poèmes de Maxime Catelier, qui s'intitule « La mort du Canada ». Et je signale que ce poème-là avait été présenté aussi lors d'un récital poétique intitulé « Attentat », où l'un se côtoyait des textes de très jeunes poètes et des textes d'auteurs des années 60. Et c'est un récital poétique, un spectacle poétique plutôt, très, très engagé. Donc, je vous cite ce passage de « La mort du Canada ». Je m'ennuie de la parole qui mettait en danger, à chaque syllabe, l'ordre du monde. Je m'ennuie de Michel Lalonde, de sa rage éclatante, de sa beauté féroce, de ce visage téméraire et lucide, dans lequel on pouvait voir les plus beaux chants de révolte, s'incarner en un seul regard, jeté sur la faillite de nos rêves pour leur apprendre à se relever. Je m'ennuie de Claude Gauvreau comme d'un cheval fou, exécutant des bonds monstrueux devant une foule hagarde et balayant d'un grand jappement le retard séculaire pesant sur nos idées, comme une maison trop grande et trop vide dont tous les livres auraient été jetés au fond d'un puits. Donc ici, on voit vraiment affleurer cette nostalgie pour une parole qui mettait en danger l'ordre du monde, qui revient comme un leitmotiv, et qui revient comme un leitmotiv dans de nombreux textes qui sont consacrés au lien entre culture et politique à l'époque contemporaine. Alain Parra, dans un entretien avec Paul Chamberlain qu'il avait accordé à la revue Liberté en 2009, associait même ce sentiment, je le cite, à une forme de préhistoire à sa modeste échelle, où l'articulation du politique et de l'histoire pouvait encore s'envisager. Je voulais dire quelques mots aussi des textes du printemps étudiant, qui évidemment déplacent un peu les enjeux, puisqu'en 2012, il y a vraiment eu une sorte de fulgurance, de prégnance de l'événement dans l'imaginaire collectif, et aussi une rapide disparition de ce que cet événement a provoqué. Et c'est aussi un événement qui aura donné préséance à des mots et à des formes qui semblaient tomber en désuétude. Donc le lyrisme à la Speak White, je pense au Speak Red, qui était une relecture de l'écriture de Speak White, le manifeste, la lettre au journal, plusieurs professeurs ont écrit des lettres aux journaux, plusieurs écrivains aussi. Et plus abstraitement, il y a eu aussi le retour d'une sorte de dogme partagé par plusieurs membres de la communauté, une recréation temporaire d'une communauté aussi aux idéaux communs, une urgence de penser ensemble, une multiplication d'initiatives collectives, mots et images de la résistance, profs gratuits, l'école de la Montagne Rouge. Donc, ces suites se sont matérialisées dans la diffusion de différents ouvrages, d'expositions, de films. Mais est-ce que cette grève a aussi fait affleurer de manière plus insidieuse
Et c'est là que mon propos rejoint le film de Groulx. C'est l'anti-intellectualisme larvé de la société québécoise qui vraiment fait surface. Et je veux simplement évoquer à la fin de cette intervention la thèse de Gérard Baudet. Je ne sais pas si son ouvrage est connu, mais donc Gérard Baudet, dans son ouvrage sur la grève étudiante de 2012, montre bien que cet anti-intellectualisme est tributaire du rapport qu'entretiennent nombre de Québécois avec leur histoire. Donc, en dépit du rapport Parent, des réformes institutionnelles de la Révolution tranquille, l'éducation, selon lui, n'aurait jamais été conçue comme un véritable projet collectif. Et c'est un peu ce qu'on entend dans le film de Gilles Groulx à la toute fin, donc, quand en voix off, on nous dit dans une société où l'école et les masses médias sont un système de dressage pour nous faire accepter le système établi. Donc, ces idées de, cette absence d'investissement collectif dans le projet éducatif était là en sous-main dans le film de Gilles Groulx et renvoie, à mon avis, aussi à une histoire encore plus ancienne, celle de la fatigue culturelle, là, qui, bien sûr, a été évoquée par Aquin dans ses essais, mais aussi, on pourrait dire, par Arthur Buis dès 1867 dans ses lettres sur le Canada. Dans ses lettres sur le Canada, déjà Arthur Buis s'en prend d'une part à l'apathie collective et d'autre part à l'absence d'institutions d'enseignement dignes de ce nom, parce qu'elles sont données par le clergé. Donc, je conçois que mon propos n'est pas très gai, mais je m'arrêterai ici. Merci. Avant de laisser la parole à Jacques, juste mon rôle essentiellement, moi, c'est de donner une certaine narration à tout ça. Et puis là, ce que je vois, c'est au départ, donc, on a cette idée que nous rappelle Lucie que en fait le discours politique des années 70 jusqu'à 80 en gros va investir l'art et sans pour autant, comme le nuance Jean-Marc, sans pour autant être dans une espèce de discours qui est celui du réalisme social, ni non plus celui de la distanciation brechtienne. C'est-à-dire, ça c'est une des modalités, mais effectivement, on avait aussi des textes qui avaient une vocation politique et qui n'adoptaient pas du tout la perspective brechtienne, qui était plutôt proche même d'un certain surréalisme, par exemple. Mais dans ce que ça nous permet de voir, c'est la production du discours artistique en relation avec la question politique. Et ce que Martine Emmanuel vient de nous dire, c'est en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi la question de la réception. Et là, ça pose la question que, dans une perspective plus large, que lorsqu'on pense la question de l'esthétique, du rapport entre esthétique et politique, alors on pose nécessairement la question de la culture. Et lorsqu'on pose la question de la culture, on a tendance à la poser dans un sens très restreint, c'est-à-dire celle, par exemple, de production littéraire, artistique, cinématographique, etc. Alors que la culture est aussi une question de contexte de réception, c'est-à-dire la manière dont une culture au sens restreint peut être possible dépend en fait d'une culture au sens large, c'est-à-dire de la manière dont une société est capable d'être en interaction avec un discours culturel. C'est-à-dire, est-ce qu'elle le regarde, autrement dit, pour reprendre ton expression, est-ce qu'elle le contemple ou est-ce qu'elle y prend part? Et même si une société ne va pas écrire la poésie de ses poètes, il n'en demeure pas moins que les poètes écrivent en quelque sorte la poésie de leur société. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette... même lorsqu'ils sont, par exemple, des marginaux, même lorsqu'ils ont un discours critique par rapport à une société, c'est toujours néanmoins en réaction à. C'est-à-dire même un auteur qui serait, disons, extraordinairement misanthrope, je ne sais pas, prenons par exemple un de mes écrivains fétiches, Léoto. Léoto en France, qu'on peut difficilement imaginer plus misanthrope, qui préfère ses chats à ses compatriotes. Eh ben, c'est difficile d'avoir une littérature qui est plus début 20e, plus proche de la réalité française de l'époque qui était celle de Léoto. Et puis ce sont vraiment des portraits de société. Alors ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas aborder la question de l'esthétique de la résistance sans se poser la question de savoir si il y a un contexte de résistance qui permet l'esthétique. Parce que sinon, nous sommes dans une esthétique, si nous sommes dans un contexte de passivité, alors ce n'est pas la résistance, ce sera le politique ne sera toujours que du spectacle.
et non justement un moyen de réflexion sur les enjeux politiques. Et dès lors, ça devient un pur divertissement, c'est-à-dire la politique spectacle, c'est par exemple les débats des chefs. Vous me direz, ça n'a absolument rien d'esthétique, je suis d'accord avec vous, mais c'est quelque chose qui demande à être purement passif. C'est par exemple la manière dont bon nombre de gens ont regardé la commission Charbonneau. C'est-à-dire au lieu d'y voir quelque chose comme un portrait de société, puis de pouvoir être en mesure d'analyser celui-ci, ça devenait une espèce de télé-réalité, ou quelque chose comme ça. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme un contexte qui ferait en sorte que ce serait plus difficile. Ce que tu disais, je pense que vous avez tous les trois jusqu'à maintenant des constats assez sévères, c'est que peut-être que c'est précisément ce contexte de réception qui est de plus en plus difficile à saisir, parce que pour différentes raisons, les horizons seraient bouchés, les horizons seraient bloqués. Moi, bon, étonnamment, c'est moi qui vais me faire l'optimisme, mais pas tout de suite. Je vais d'abord demander peut-être à Jacques, d'abord, avant de... Tu veux peut-être un mot? Rapidement, c'est parce que les années 60 et 80, les jeunes n'ont pas pu ça. C'est vraiment un sentiment de libération tout à fait total. Le Québec des années 50, c'était complètement contrôlé par l'Église. Soit il y avait l'index qui nous interdisait la lecture. Alors, les péchés, la sexualité étaient brimés. Les années 60, tout éclate. On se sent complètement libéré de tout ça. Toi. Et en lutte contre ça. Puis en même temps, dans ces années-là, 60-80, on gagne des choses. Hein? On gagne des choses par le Parti libéral, la Révolution tranquille, puis le premier mandat du PQ aussi. Alors, le sky is the limit pour nous, c'est comme ça qu'on vit. Et la coupure qui se fait, c'est quand on perd le référendum en 80. Puis regardez, à ce moment-là, les gens disent, avant ça, le sentiment national portait toutes les luttes pour nous. C'est vrai au niveau syndical. C'était vrai à tous les niveaux. Avec la perte du référendum, regardez, la coupure est très forte. Dans la littérature, la nation disparaît. Les gens disent, comment ça fait la nation disparaît? Les gens... Les écrivains, les artistes sont passés à autre chose. Et je pense que ça, c'est important à voir. Alors, pourquoi on retourne à cette période-là, à partir des années 80, à regarder les gains qu'on a fait. Les seuls qui ont fait des gains, c'est le mouvement féministe. Hein. Le reste, si vous pouvez m'en nommer un, je deviendrai très optimiste. Hein. Alors, voilà. Bon, alors, je suis Jean Couillard, je suis historien. Alors, j'ai peu de compétences pour présenter des réflexions sur l'esthétique ou les rapports entre l'art et la politique. Alors, mes réflexions sont plutôt dirigées, comme historien, étant donné que j'ai une formation d'historien, sur un rapport entre le passé et le présent. Et à ce moment-là, je réponds au message qu'on nous avait envoyé, que monsieur nous avait envoyé plus tôt, on serait pouvoir effectuer enfin, ce lien entre le passé et le présent. Et c'est ce qu'on a commencé à faire un peu. Alors donc, j'avais vu le film de Groulx dans les années 1970, et je l'ai revu hier, avant de me présenter ici dans la salle. Alors, il est possible d'y accéder via YouTube. Enfin. Et l'ONF présente le film comme un pamphlet cinématographique. Alors, c'est une mise en... Enfin, plusieurs d'entre vous l'ont vu, vont le voir un peu plus tard. Hein. C'est une mise en relief de la condition ouvrière, de la souffrance, de l'exploitation, des forces de contestation dans la société, et la nécessité d'une transformation de la société. Alors, on me disait tantôt que le film devait normalement se terminer avec la mention « Vive la Révolution », puis finalement l'ONF a demandé d'éliminer la Révolution, parce qu'il n'avait pas accepté Gilles Groulx en 73, mais qu'il a accepté en 77. Alors le film lui apparaissait, m'avez-vous dit, moins pertinent en 77. C'est parce que le grand mouvement de contestation était à peu près épuisé en 77. On s'en allait vers les années 80.
Alors, il n'y avait plus d'impact, toi, c'était devenu quelque chose qui relevait de la mémoire. Oui. OK. Alors, bon, évidemment, enfin, si le film apparaissait moins d'actualité en 1977, eh bien, il apparaît moins d'actualité dans le contexte des années 2015. Alors, le film sont des flashs sociaux, un portrait du Québec dans les années 1970, 1973, et un Québec qui a profondément changé depuis le moment. Enfin, quand on regarde le passé, quand on regarde le présent, on a l'impression que la société change lentement, très lentement. Mais quand on regarde un passé plus lointain, comme les années 1970, il y a un monde, enfin, le Québec a changé profondément. Hein. Il y avait, on l'a mentionné un petit peu plus tôt, une volonté de transformation sociale, une possibilité de transformer profondément le Québec dans les années 70, qui n'est plus là maintenant. C'est issu de la Révolution tranquille, des années 60, Révolution tranquille, où le Québec effectue des changements considérables, mais dans le milieu intellectuel, dans le milieu syndical, dans le milieu de la gauche, il est possible d'aller beaucoup plus loin, hein, de se transformer encore. La société francophone se transforme encore plus profondément dans un sens d'un Québec plus égalitaire, une plus grande justice sociale, l'établissement d'une plus grande justice sociale. Alors c'est un sentiment très présent, et c'est à ce moment-là que se fonde dans les années 70 ce qu'on appelle de nos jours le modèle québécois, hein, différent, une société différente des autres sociétés nord-américaines. Elle prend forme dans les années 1970. Alors les années 70, c'est une période de forte turbulence, début des années 70. Les forces de radicalisation de la société québécoise sont au fait de leur développement. On assiste au gouvernement, à l'élection du gouvernement de Bourassa en 1970, la crise d'octobre en 1970, la grève du Front commun de 1972, la défiance des injonctions de retour au travail, l'emprisonnement des chefs syndicaux en 1972, le deuxième front à la CSN, la radicalisation du discours syndical, des grèves nombreuses et violentes, hein, la grève de la presse en 1971-1972, Firestone en 1973, United Aircraft en 1974. Alors j'ai calculé que à l'époque, entre 1971 et 1975, il y a approximativement en moyenne 250 grèves au Québec à l'époque. Alors que de nos jours, dans une société où le nombre de travailleurs est beaucoup plus important, il y en a à peu près 50, 60 grèves par année de nos jours. Et le Canada est à l'époque, dans les années 70, un des pays, ou peut-être le pays le plus touché par des arrêts de travail, et le Québec qui contribue si significativement à cette montée des arrêts de travail. Alors la récession, le début des années 80, évidemment, il y a l'échec du référendum, mais enfin, pour ma part, je mets le doigt sur la récession de 1982. La récession économique de 1982, une croissance économique plus faible dans les années 1980, fait en sorte que la gauche, le mouvement syndical, se trouve sur la défensive, occupé à défendre les acquis des années antérieures, et les forces de contestation sociale se font beaucoup plus discrètes à partir des années 80. Et je dois ajouter, évidemment, j'ai indiqué un petit peu plus tôt que j'allais faire le lien entre le passé et le présent, la situation actuelle est pire que celle des années 1970. Pour les travailleurs salariés, pour le monde ordinaire, la situation est pire. J'en donne un certain nombre d'exemples, et je travaille actuellement sur la croissance des salaires réels, des salaires moyens réels, qui tiennent compte de l'augmentation du coût de la vie, hein, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat des travailleurs salariés depuis 1900 jusqu'à nos jours. Et entre 1900 et 1980, à chaque décennie, le salaire réel moyen des travailleurs salariés a toujours augmenté. Entre 1940 et 1980, il a doublé. Mais depuis le début des années 80, les salaires restent stables. Les salaires augmentent au même rythme que l'augmentation du coût de la vie. Alors donc, depuis près de 40 ans, 35-40 ans, il n'y a pas d'augmentation du salaire réel des travailleurs. Puis, c'est une période également d'extension du travail précaire, hein, des emplois à temps partiel, occasionnels, etc., ce qu'on n'a pas. Les avantages sociaux, ici, il
il reste à peu près stable. Au total, il reste à peu près stable. Et les heures de travail pour l'école bleue, ils n'ont pas changé depuis 1960. C'est toujours 40 heures, la semaine est toujours 40 heures. Alors que pour les designers enseignants, je toujours dis, il y a une diminution des heures de travail, il y a une amélioration des salaires réels, il y a une amélioration des avantages sociaux. Alors, sur beaucoup de plans, on régresse comme société. Alors, puis un autre événement aussi qui au niveau symbolique, au niveau de l'analyse sociale, qui est bien différent de nos jours de ce qu'il était alors, c'est que la classe des travailleurs salariés, la classe ouvrière, elle est disparue de l'analyse sociale. On en fait maintenant une classe moyenne. Une classe moyenne, ça c'est vague, hein, où ça commence, où ça finit. Elle est déterminée uniquement par des revenus, ils n'ont pas une condition de vie. Et les travailleurs salariés, ils sont pas disparus. Ils n'ont jamais été aussi nombreux à toucher un salaire en échange de force de travail. Alors, donc l'analyse sociale, et finalement, donc même dans le mouvement syndical, il n'est plus question de classe des travailleurs salariés, mais aussi on utilise l'expression classe moyenne. Le mouvement syndical dit représenter, être le porte-parole d'une classe moyenne. Mais la droite aussi s'est emparée de la classe moyenne. Et la droite politique, maintenant, plaide auprès des travailleurs, des citoyens, de la classe en général, que si leur sort ne s'améliore pas, c'est à cause des impôts trop élevés. Alors, diminuons les impôts, diminuons le rôle de l'État, et vous allez voir le sort amélioré. Bon, alors enfin, ce sont les réflexions que je vais vous apporter. Alors, le climat social n'est plus du tout ce qu'il pouvait être dans les années 1960. L'espoir de changement profond n'est pas là, je ne sais pas, enfin les choses peuvent changer, on ne sait jamais. Enfin, sont survenues les grèves étudiantes en 2012, puis cet après-midi, j'ai rencontré une de mes étudiantes, et puis mon étudiante, elle me disait, vous ne pourrez pas donner votre cours. Dernière semaine de mars, début avril, on vient de décider d'une grève à l'Université de Montréal, le département d'histoire de l'Université de Montréal. Alors évidemment, il y a un mouvement de grève qui se manifeste chez les étudiants, également du côté du monde ouvrier, du monde syndical également. Alors, on prépare toutes sortes de manifestations. Et en passant, je vais dire ça, il se réunit à Québec à la fin du mois de mars, le 30 mars, les délégués syndicaux du secteur public, délégués syndicaux 2000, enfin ils sont 2500 à Québec, il y a une journée d'information là-dessus, et puis on m'a demandé de faire une présentation sur les grèves au Québec. Les grèves dans le secteur public, n'oubliez pas la public, alors qui étaient nombreux les années 60-70, les travailleurs du secteur public ont obtenu le droit de grève en faisant les grèves illégales. Il y a de nombreuses grèves illégales des années 60-70. Évidemment, elles sont beaucoup plus rares à partir des années 80-90. Les conséquences, le salaire réel ou le salaire des employés de l'État ne s'améliore bien. Il régresse par rapport à la moyenne des autres salariés du Québec. Alors, bon, voilà. Donc, qui sait, quoi? Peut-être un réveil au printemps, une espèce de révolte contre l'austérité que propose le gouvernement. Je m'en voudrais qu'on s'arrête sur une note aussi sombre, même s'il y a une note d'espoir. Ce que je comprends en fait, pour boucler la boucle, c'est que et pour relier ton propos, Jacques, à la question de l'esthétique, c'est que, disons que sur le plan socio-culturel, pour employer une catégorie très générale, disons une forme d'imaginaire politique est moins présent, précisément parce que d'une part, le vocable, disons le registre politique est éclaté, peut-être plus qu'il l'était encore dans les années 60-80, malgré, disons, une espèce de faux chapeau marxiste mais qui donnait quand même une certaine unité au discours, ou enfin certains objectifs communs.
Et l'autre facteur, en fait, c'est que ce que nous pourrions voir aujourd'hui, c'est que cet imaginaire politique est beaucoup plus fragmenté parce que peut-être que d'une certaine manière, les agressions faites à l'égard du monde du travail, par exemple, du monde ouvrier, sont peut-être encore plus violentes qu'elles étaient. Et comme on a l'impression de stagner, comme tu le rappelais, les vrais gains, comme Jean-Marc le rappelait, les vrais gains depuis, en gros, le référendum, il n'y en a pas eu d'autres. Alors on a le sentiment de quelque chose comme de faire du surplace. Et il est vrai aussi que 2012, paradoxalement, n'a pas aidé. C'est-à-dire, étant donné l'effervescence extraordinaire qu'il y a eu en 2012, le simple fait que certains ont l'impression que dès la fin du mouvement, quelque chose s'était éteint, qu'il s'agisse d'une impression ou non, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une réalité ou simplement d'une impression, c'est quand même quelque chose qui a pu se vérifier comme un essoufflement de la mobilisation. Et beaucoup de gens qui disaient, mais tout ça pourquoi? C'est-à-dire, comment est-il possible qu'avec une telle puissance, avec un tel mouvement, une telle effervescence, malgré tout, les gains aient été aussi modestes, même en termes simplement de mobilisation. Et là, ça m'amène à la question, enfin ma double question que je vous pose à vous toutes et vous tous. Deux choses. La première, c'est au sujet justement du nationalisme. Là, vous allez entendre mes couleurs personnelles. Se pourrait-il que ce qui auparavant était une espèce de vecteur commun, aujourd'hui soit bien au contraire un vecteur de paralysie? C'est-à-dire qu'en fait, le discours nationaliste, loin de donner une certaine voix au discours de la gauche, et peut-être fait partie de ce qui la paralyse, d'une certaine manière. L'autre, ou alors le fait qu'il n'y ait pas quelque chose comme un autre vecteur commun que celui du nationalisme. Et l'autre question, c'est par rapport à justement ce dont Jacques parlait, c'est-à-dire comment se fait-il que depuis la réélection des libéraux, au moins depuis la réélection des libéraux, parce qu'on pourrait parler aussi du mandat du PQ, et évidemment du premier mandat des libéraux auparavant, comment se fait-il que dans une période où, à ma connaissance, on n'a jamais connu une telle violence à l'égard de ce qu'on a pu appeler, à tort ou à raison, un certain modèle social québécois, comment se fait-il que, alors d'un démantèlement qui s'annonce chaque jour plus radical et plus complet, c'est-à-dire généralisé, il ne vise pas simplement certains secteurs spécifiques, il est généralisé. Le discours de l'austérité, pour être généreux avec le gouvernement actuel, appelons-le le discours de la rigueur, comme on préfère ce vocabulaire, ce discours est global. Ce discours est global. Il n'est pas simplement un discours qui vise des secteurs particuliers. Et en réponse à cela, il ne semble pas y avoir de discours global. Moi, parmi d'autres, j'ai appelé à un certain discours de solidarité, puis essayer de donner un sens à la solidarité pour que nous puissions opposer un message et une vision commune de ce que nous souhaitons. Et effectivement, on a l'impression que ça ne prend pas. Et il est très difficile de voir pourquoi il est si simple pour généraliser la droite d'imposer un discours commun, alors que ceux qui normalement ne parlent pas au nom, disons, d'un individualisme forcené, mais précisément en termes de projet collectif, c'est-à-dire la gauche, n'arrivent pas à présenter quelque chose comme un projet politique collectif, et même passe beaucoup plus de temps à se chamailler dans des luttes intestines qu'à confronter nos adversaires. Et là aussi, il y a une question de culture et d'esthétique. C'est-à-dire dans les deux cas, que ce soit au sujet de la question du nationalisme ou dans la question de la difficulté à se doter de quelque chose comme un discours commun, ou même, pour rester dans le cadre de l'esthétique, d'un certain imaginaire commun. Qu'est-ce que nous souhaitons exactement? Quels sont nos rêves, pour le dire de façon un peu romantique, mais quelles sont nos visions des choses qui feront en sorte que nous pouvons dire ce n'est pas simplement que nous disons non, nous disons oui, mais à ceci. Et effectivement, ce que nous entendons, c'est un certain discours d'opposition, et on ne voit pas tellement au nom de quel oui ce discours
se permet de dire non, c'est-à-dire au nom de quel projet positif on se mobilise pour dire non à quelque chose qui est en train de, effectivement, faire disparaître l'État social québécois. Je ne sais pas si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous veut se lancer. Allez-y. Peut-être que je me trompe, là, j'ai des collègues très savants, mais il me semble que la menace qui est faite au modèle québécois, ou le modèle, appelons-le l'État social-démocrate, il s'était développé avec des luttes de classe, avec la lutte nationale, mais il y avait une problématique très forte qui s'appelait lutte de classe et questions nationales, qui mobilisait sous différents discours toutes sortes de luttes, y compris les luttes de femmes. Les femmes voulaient l'indépendance, voulaient aussi tout ça. Et je pense que le problème du modèle québécois, qui est en danger en ce moment parce qu'il y a des politiques dites néolibérales ou de rigueur ou d'austérité, le modèle québécois il s'était développé dans une période, comme dans les autres pays industrialisés, sous la menace du communisme. Vous comprenez? Parce que quand le mouvement communiste était très fort, et avant la chute de l'Union soviétique, les pays occidentaux, si on prend les analyses aussi de Keynes, ont voulu faire reculer les mesures sociales, les programmes sociaux. Les pays occidentaux ont développé des mesures sociales, des politiques sociales, pour que les ouvriers, la classe ouvrière, n'adhèrent pas au communisme. Il n'y a plus de menace communiste. Et c'est le modèle social-démocrate qui s'en va un peu sur et on sait, Jean-Marc le sait, à quel point M. Duplessis avait peur des communistes. Hein? Il accusait toujours les communistes à tout propos. C'est tout le temps les communistes. Mais moi, je pense que cet effondrement, ou en tout cas la menace de l'État social québécois, ou du modèle social-démocrate, c'est en grande partie dû à la faiblesse du mouvement communiste, du mouvement ouvrier, du mouvement Pourtant, il y a un mouvement anticapitaliste, il y a un mouvement intermondialiste, mais il n'y a rien qui mobilise comme c'était le cas dans les années 60-70. Il y avait une grande mobilisation parce qu'il y avait un espoir de changement, il y avait une vision de l'avenir, il y avait un projet, en guillemets, socialiste qui mobilisait les gens pour la justice sociale, la liberté. Et ce projet-là, il est absent. Et il est absent parce que la crise du marxisme, c'est un revers théorique et politique, mais c'est aussi une menace pour les pays industrialisés qui étaient sociaux-démocrates. Et c'est très très grave ce qui se passe parce que ce qui mobilisait les gens n'est plus là. C'est-à-dire qu'on a cru, moi j'ai vu des collègues qui allaient en Yougoslavie à l'époque, c'était un modèle social extraordinaire d'autogestion. On a vu quand Tito est mort, tout s'est effondré. Et tous les modèles que les gens québécois militants avaient se sont effondrés. Et ça joue aussi sur la mobilisation des gens. Parce que si vous vous souvenez, les modèles socialistes étaient positifs à l'époque. Vus positivement. Oui, ils étaient vus positivement. Et cet effondrement-là, c'est quand même, à mon avis, démobilisateur. Et on va faire tout ce qu'il faut dans les phénomènes de lutte sociale pour garder les acquis sociaux. Le modèle québécois qui est fragile, et il faut garder les acquis sociaux, mais en même temps, on ne mobilise pas les gens. Pourquoi les gens ne se mobilisent pas contre l'austérité, contre le discours néolibéral? Hein? Parce qu'ils y croient, la classe moyenne, ils y croient à l'idéologie libérale, que moins d'impôts, on va être plus riche, hein? On va vivre mieux. Et quand on croit ce discours, c'est extrêmement démobilisateur, à mon avis, et c'est depuis, à mon avis, la fin du monde communiste. La fin du monde communiste, c'était une fin du monde pas ordinaire. Hein? C'est la fin de l'espoir des pays occidentaux militants, des occidentaux industrialisés militants. Je vois peut-être que Jean-Marc peut me corriger. Je vais peut-être juste d'abord passer
donner la parole à Martine Emmanuel, puis ensuite Jean-Marc, si tu veux. Moi, je vais juste revenir sur la question du nationalisme. C'est-à-dire que, pour moi, il est important de distinguer nationalisme et politique. Dans les œuvres des années 60, qui constituent un peu l'arrière-monde auquel on se référait, c'était le politique qui, à mon avis, était réfléchi, exploré dans des œuvres comme celle d'Ibaraquin. Ce qui m'apparaît plus intéressant, c'est pas tant des références à la nation ou à la patrie que les tensions entre un projet impossible à réaliser, inatteignable, et la situation des personnages romanesques. Donc, c'est le caractère presque hésitant de la révolution ou du pays à faire qui confère un intérêt à la réflexion politique dans un roman comme le prochain épisode. Donc, pour moi, c'est deux choses, le politique et le nationalisme. Le nationalisme qu'on trouvait peut-être plus dans les années 60-70 dans la critique, enfin, d'une manière euphorique dans la critique que dans les textes littéraires, qui souvent étaient plutôt dysphoriques. Puis je voulais aussi peut-être nuancer mon propos, c'est-à-dire que je ne veux pas non plus m'inscrire dans une sorte de logique très catastrophiste, disant qu'il ne se passe plus rien depuis 80, que les idéaux sont morts, que la littérature est en train de dépérir. C'est pas du tout ça, c'est plutôt la réflexion sur le politique qui ne traverse plus les œuvres de la même manière et qui semble de plus en plus périlleuse, de plus en plus aporétique. Je pense qu'il se passe quand même des choses dans la sphère culturelle, surtout depuis peut-être le tournant des années 2000. Voilà, donc c'était pour revenir un peu sur le nationalisme et le politique. Il en demeure pas moins que je pense que si aujourd'hui on faisait un événement comme une nuit de la poésie, comme les trois, déjà la troisième, si mon souvenir est bon, elle était d'une nature totalement différente des deux premières. S'il y en avait une aujourd'hui, je crois les motivations d'un projet comme celle de la nuit de la poésie étaient profondément politiques d'emblée. Alors que là, il pourrait y avoir quelque chose comme un discours politique qui serait associé à, mais ça ne veut pas dire que les motivations pour organiser quelque chose comme une nuit de la poésie seraient d'emblée politiques. Mais ce que je retiens de vos deux interventions, c'est le fait que ce soit par exemple la chute du bloc de l'Est, et puis d'une certaine mesure, une certaine désillusion par rapport à des idéaux, ou à la rigueur, tout simplement, le fait que le simple fait de l'existence du bloc de l'Est et d'une certaine menace qu'il représente favorisait, de manière paradoxale, l'émergence ou certaines victoires au niveau de la social-démocratie. Et que le fait que cette menace n'est plus présente fait en sorte qu'ensemble, on a l'impression qu'on peut aller d'avant. Et ça, je dirais que, bon, évidemment, il faudrait être un politologue pour bien l'analyser, mais ça m'apparaît quand même assez flagrant en Europe, et en particulier dans les pays d'Europe de l'Est. Moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue à Prague avec des gens qui étaient très engagés contre les autorités soviétiques. Et pour moi, je les voyais d'abord et avant tout comme des libéraux au sens large du terme, et des gens qui avaient vraiment une véritable conscience de gauche. Mais en fait, ces gens qui avaient subi les geôles, la torture, etc., étaient prêts à parler de l'époque Bush et de l'époque même de Reagan presque comme une époque idyllique. Et ça m'avait frappé, c'est-à-dire de voir des gens qui, pour moi, étaient associés à des mouvements de résistance contre le totalitarisme, cautionner presque de manière revancharde d'une autre forme de régime autoritaire qui était celui des régimes américains. Et là, la désillusion était totale. Essentiellement, la désillusion était totale, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de référent politique qui permettrait de, disons, quelque chose comme, ne serait-ce qu'un dialogue commun. Je ne sais pas, avant de donner la parole à la salle, peut-être que est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui voudrait ajouter quelque chose Ça va dépendre, peut-être tantôt. D'accord. Alors, écoutez, on a un seul micro ce soir, donc peut-être que je vais essayer, si vous voulez peut-être vous déplacer, je vais essayer moi-même de le faire. Est-ce que ça va? Allez-y. Oui, je vais essayer de répondre à la question. Moi aussi, je me présente, je m'appelle David, je suis technicien de soutien à l'Université de Montréal, donc je suis un peu proche du milieu académique. Je suis aussi impliqué dans le syndicat. Je
je trouve ça intéressant qu'on ait parlé de nationalisme, qu'on n'ait pas parlé de globalisation, de mondialisation. J'ai remarqué cette semaine, il y a eu une grève, je pense, dans une province du sud de la Chine, 100 000 personnes, et ils ont carrément envoyé les chiens. Et donc, ben, je ne sais pas, une blague figurative, ils sont vraiment arrivés avec des chiens, attaquer la foule. Tout ça, c'est sur Internet, c'est disponible pour tout le monde. Des gens qui sont ramassés à l'hôpital se sont vus charger les vaccins contre la rage, des choses comme ça. Donc là, on parle de vraies luttes de classe. 5 000 ouvriers qui sortent. En fait, ce qu'ils réclamaient, c'était des salaires impayés, des choses comme ça. Donc, de notre côté, tantôt on parlait juste de l'idée de classe moyenne qui est plus floue qu'une classe ouvrière, mais il y a peut-être des notions de réponse là, dans cette distanciation-là des moyens de production, dans le sens où on est bien ici, on a nos téléphones, on a nos ordinateurs, je veux dire, renoncer à ça, c'est pas évident. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui font le lien entre le confort matériel qu'on a ici avec les bébelles qu'on achète et la souffrance que les gens vivent à l'extérieur dans des pays qui sont plus totalitaires. De l'autre côté, on a parlé d'absence de projets mobilisateurs, c'est-à-dire on a parlé de radicalisation, mais on n'a pas parlé de choses qui sont proposées. Puis si on regarde sur les nouveaux modèles d'affaires, les modèles collaboratifs qu'on peut voir par exemple dans l'industrie de l'informatique, donc des programmeurs qui se mettent ensemble et qui finalement on additionne tout le temps libre de milliers, voire de millions de programmeurs, de centaines de milliers de programmeurs à travers la planète et qui ont une force productive avec laquelle à peu près aucune compagnie arrive à rivaliser. Donc, je parle des logiciels open source et qui a mené à des combats pour conserver la neutralité de l'Internet. On rentre dans des choses un petit peu compliquées, mais je voulais simplement l'effleurer parce qu'il y a quand même des luttes qui se font au niveau de l'informatique qui sont vraiment des nouveaux modèles collaboratifs et des nouveaux modèles économiques qui permettent peut-être de repenser un peu la production et de repenser le confort. Si on regarde en avant, on s'en va bientôt vers des robots qui peuvent nous remplacer. Donc, il va peut-être falloir aussi repenser carrément l'idée de travail dans le sens où on n'est pas si loin d'arriver à un moment où on pourrait espérer que des robots produisent tout à notre place. Donc, je lance l'idée Avant peut-être de passer là, si vous avez des réactions par rapport à ça, c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas vraiment développé, c'est-à-dire sur l'aspect plus de celui de la globalisation. J'ai pas l'impression, par contre, je ne sais pas ce que mes invités en penseront, mais que dans les années 60 ou 70, le mouvement était moins soucieux de ces questions de globalisation que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Il était tout autant. Mais peut-être, par contre, la grande différence, c'est qu'encore une fois, sans nécessairement avoir un vocable marxiste bon teint, il y avait néanmoins une espèce de grammaire politique commune qui permettait de penser des phénomènes comme ici et ailleurs, avec une même perspective. L'œuvre de Pierre Verrière en est un exemple parmi d'autres. Et que là, on a peut-être quelque chose comme un divorce, comme si on avait l'impression que ce qui se passe ici est totalement indépendant. C'est-à-dire que même les luttes qui vont se faire du Québec contre la globalisation, rares sont faits les ponts entre la situation actuelle et ce que nous pouvons voir à l'étranger, pour aussi parfois des questions de modestie, c'est-à-dire que la situation que vous décriviez est sans commune mesure avec ce que nous pouvons vivre ici, même si elle est produite en partie en fonction de nos désirs, c'est-à-dire que c'est parce que nous sommes une société de consommation que la production en usine, par exemple en Chine ou ailleurs, se fait dans les conditions que vous décrivez.
Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir, Jean-Marc. Voilà, je veux dire, c'est sûr que, comme l'expliquait tantôt, la chute du bloc communiste, ça a affecté vraiment, ça a représenté beaucoup la gauche pour une grande partie de la population, même des gens qui n'acceptaient pas le côté dictatorial de ces pays-là. Évidemment, c'était comme une superpuissance qui était en opposition avec celle des États-Unis. Mais je pense plus fondamentalement, c'est que ce qui s'est passé, je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, le Parti socialiste français, je pense que c'était en 80, je ne suis pas bon pour les dates, là. En 95, il faisait une politique traditionnellement de gauche, c'est-à-dire augmentation du pouvoir de l'État, réforme sociale, et ainsi de suite. Et il y avait le Parti socialiste espagnol qui avait à peu près la même politique. Alors, même si l'ensemble la majorité des pays d'Europe, qui faisaient partie étaient de gauche, progressistes, social-démocrates, ainsi de suite, ils n'ont pas, à un moment donné, les grandes institutions financières ont dit au Parti socialiste d'arrêter ça, sinon on coule. Et ils ont changé radicalement, 180 degrés de position, puis le Parti socialiste espagnol a fait la même chose après. Ça veut dire qu'il s'est vraiment, disons, il a accepté des contraintes des grandes organisations internationales. Et ça s'est fait partout. Et c'est les États, à un moment donné, qui ont fondé ça. Les travaillistes, la même chose, les travaillistes en Grande-Bretagne. Exactement. Alors, c'était, disons, socialiste démocratique, mais tous ces pays-là sont devenus sur la défensive, puis acceptent les mandats devenus par... et ça s'est fait, par exemple, parce que le néolibéralisme s'est fait de façon très, très précise. Ça a été appliqué avant ça par Pinochet, mais Pinochet, il n'y a pas eu de problème de faire passer. Après ça, par Thatcher, et quand les États-Unis, avec les Reagan, en 81, décident de faire ça, et même après ça, Clinton, quand il était au pouvoir, il était dans le même sens, c'était de déréglementer, en disant c'est ça qui va apporter la prospérité. Mais ça n'a pas apporté la prospérité. Et là, maintenant, ils sont un peu pognés parce que la crise qu'ils ont eue a pu se répercuter. Ils sont à la recherche de solutions de ça. Mais on est dans... Alors, moi, je pense quand même que, par exemple, tout le mouvement qui était un mouvement, il va en avoir de plus en plus parce que l'État est capable de satisfaire les besoins. Ça veut dire qu'il va y avoir des petits partis comme en France qui vont se constituer, puis les vieux partis, Parti socialiste, social-démocrate, socialiste, comme les partis communistes, complètement... C'est des gens... disons, par exemple, quand les partis, disons, socialistes réels, là, ils passent, se libèrent, comment ça se fait que la population, toute, à 80%, vont pour la société libérale? Parce qu'au moins, dans la société libérale, tu as le droit de dire non, tu as le droit de contester, tu as le droit de s'en faire tuer, bon, ça peut arriver, mais disons, c'est pas comme dans les pays. Ça veut dire que ces pays, les gens découvraient liberté individuelle, d'expression, de contestation, d'organisation. On est des individus, c'est important. Puis aussi, liberté dans le sens que, par exemple, en tout cas, moi, personnellement, tous les gouvernements actuellement font chier, mais on peut se battre contre, manifester contre, lutter contre. Il n'y avait pas ces pouvoirs-là. Alors, ils ont passé à ça parce que, je veux dire, pour nous autres, les communistes, c'est l'absence de liberté personnelle et collective. Alors, ça, c'était une grande... C'est compréhensible. Quand ils ont eu le chance de choisir, ils ont passé de l'autre bord. Alors, c'est pas parce qu'ils étaient stupides, comprenez-vous, parce qu'ils avaient vécu cette société-là où, au nom du prolétariat, le parti, l'État devenait complètement toute la... Et les partis sociaux-démocrates qu'on défendait, marxistes ou non, mais ils n'ont plus de solution à ces problèmes actuellement. Tous ces partis-là, maintenant, je veux dire, en France, le Parti socialiste français ou le Parti socialiste espagnol, c'est un peu le Parti québécois par rapport au Parti libéral. On aurait pu, Bon. Puis, dernière question sur, c'est mes positions. Dans les années 60, quand le mouvement indépendantiste se développe avec le RIN, avec le Parti et ainsi de suite, c'est un mouvement de gauche. Et les gens conjoints, dans les années 60, tous les mouvements nationalistes étaient vécus identiques à la droite. C'était le Chanoine Gros, c'était Duplessis. Ça veut dire, on se défendait, mais on n'était pas fort économiquement, mais au moins on était spirituellement plus fort que le reste de l'Amérique. C'est un nationalisme extrêmement défensif. Et les gens de cette génération-là, plus vieux que moi, les gens de Cité Libre,
pas seulement, ils étaient tous contre le nationalisme, puis c'est ça que ça représentait. Et moi, j'ai l'impression, actuellement, quand on voit regardez, l'évêque, quand il prend le pouvoir en 1976, une des premières choses qu'il fait, c'est que United Aircraft avait une grève très dure avec de batailles, de violence, mais tout de suite qui avait duré 6-8 mois. Quand il arrive au pouvoir, il interdit les scabs, puis 2, il oblige que la formule rente soit partout. Maintenant, Kelly White a fait chef du Parti québécois. Là, il y a des gens de gauche qui ont dit « Oui, c'est pas grave, tu sais. » Alors, moi, je dis « Oui, la gauche maintenant, toi. » Et ça, c'est sans oublier qu'il y a un grand pouvoir de séduction, là, non, avant que le PKP, notre indépendantiste conservateur. Bouchard. Vous ne retrouverez pas ça dans le PQ de la première élection. Oui, alors, c'est terminé? Non, pas du tout. Alors, c'est pas des... Enfin, j'aimerais revenir sur le rapport entre nationalisme et social-démocratie. Ce sont les partis nationalistes qui ont été véritablement les partis social-démocrates, que ce soit le RIN au départ, le Parti québécois par la suite, qui a toujours été plus à gauche de l'échiquier politique. C'est parce que le projet de société social-démocrate mise sur un État important, sur un rôle important de l'État, de même social, économique, etc. Et puis le nationalisme aussi mise sur l'État québécois comme levier de promotion des Canadiens français. Alors il y a une jonction entre les deux, une jonction qui fait en sorte qu'il y a eu un renforcement de ces deux tendances à l'égard d'un parti nationaliste. Le Parti québécois actuellement se trouve le plus à gauche de l'échiquier politique. Et les forces néolibérales, les forces individualistes dans la société se trouvent du côté du Parti libéral, les forces fédéralistes. Alors c'est ce lien-là entre nationalisme et social-démocratie qui a fait en sorte qu'il y a eu un renforcement de ces deux tendances-là dans les années 60, 70 et par la suite. Maintenant, j'aimerais revenir tantôt à une autre question, c'était la mondialisation. Alors la mondialisation, c'est pas une préoccupation des années 60-70. Ça vient dans les années 80-90, c'est dans le sillage du courant néolibéral qui veut revenir à pleine puissance des forces du marché. Alors, les barrières tarifaires représentent une entrave au fonctionnement, au bon fonctionnement des forces du marché, des forces libres du marché. Alors, les États en Occident sont mis à abolir les barrières tarifaires, expliquant que la prospérité, ça engendrerait la prospérité pour tous. Mais ça a eu comme conséquence dans les sociétés industrialisées avancées comme la nôtre, c'est que nos travailleurs, nous, les entreprises ici, sont en compétition avec celles du Mexique, de la Chine ou de Taïwan, je ne sais pas quoi. Enfin, alors donc, une délocalisation des entreprises manufacturières vers l'étranger et une modération des attentes des travailleurs syndiqués ici. Je mentionnais tantôt que les salaires réels n'augmentent pas depuis 35 ans. Eh bien, les travailleurs sont bien conscients qu'ils sont maintenant en compétition avec les travailleurs mexicains, les travailleurs chiliens ou autres dans le monde. Alors donc, leurs attentes sont modérées. Le mouvement syndical se trouve dans une situation défensive. Enfin, il y a des travaux qui le montrent. Les travailleurs syndiqués, finalement, défendent le statu quo, ce qu'ils ont actuellement, leurs conditions de travail actuelles. Ils se satisfont du maintien de leurs conditions de travail actuelles. Alors, l'abolition des barrières tarifaires a eu cette conséquence négative-là sur nos sociétés. C'est que ça joue un rôle très important dans la stabilité, le maintien des salaires réels moyens, des salaires qui n'augmentent pas. Il n'y a pas d'accroissement. Il y a accroissement de la richesse, il y a accroissement de la prospérité, il y a accroissement du PIB à chaque année, mais il n'y a pas accroissement des salaires réels moyens.
hein, qui augmente au même niveau que l'inflation. Donc, vous n'avez pas de meilleur pouvoir d'achat, en fait. Si le salaire augmente de 2 puis l'indice des prix augmente de 2 vous êtes au même point, quoi. 0% pour les 3 prochaines années. Pardon? 0% pour les 3 prochaines années. Ah oui, c'est ça, c'est dans le secteur public, oui. C'est ça. Alors donc, oui, effectivement, le secteur public est davantage touché que le secteur privé. Et c'est pas nouveau, c'est depuis les années 80. Le gouvernement, depuis le milieu des années 80, avait l'Institut de la statistique également qui mesurait l'écart entre le salaire du secteur public et le secteur privé. Et puis, il y a un affaiblissement constant et qui risque probablement de se produire. En fait, tout dépend de la réaction des syndiqués, des travailleurs du secteur public parapublic. Comme j'ai indiqué un petit peu plus tôt, il y a une mobilisation qui est en marche là, avec le printemps, hein, enfin, le secteur public et parapublic. Là. Je ne sais pas comment les gens à la base vont réagir, mais le mouvement syndical fait de grands efforts pour mobiliser, pour organiser des manifestations, pour protester. Enfin, c'est ce qu'il fait depuis quelques semaines. Avec le printemps, là, ça va se... Attends le printemps, un peu, évidemment, de manifestations. En mois de février, c'est plus difficile à organiser. Peut-être qu'on peut prendre encore une autre intervention. Oui? Je vais vous demander de vous déplacer parce que malheureusement le micro. Oui, voilà, j'ai atteint la limite. Dans le fond, moi j'ai plus l'impression aussi là, à notre époque, là, c'est aussi que l'ouvrier, l'ouvrière, c'est plus le travailleur ou la travailleuse qui se fait exploiter dans d'autres domaines, là, comme admettons, là, si on parle de la restauration, McDonald's et tout ça. Fait que je trouve que cette exploitation-là a complètement changé avec, elle est cachée. Donc, cette précarité-là est de plus en plus cachée. Et qu'est-ce que ça crée, là? C'est que ces gens-là, on ne les mentionne pas, on les oublie. Ils sont marginalisés. Puis, justement, avec toutes ces coupures-là mettons, dans le communautaire, là, il y a beaucoup de coupures. Il y a de moins d'éducation populaire là, qui se donne. Donc, ça crée là, de graves problèmes, à mon sens. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez des moyens, juste comme ce soir, c'est un moyen d'école populaire en soi. Là. Je ne sais pas si vous voyez une manière de continuer la lutte. Voilà. Juste voir si je comprends bien, c'est qu'en fait, la question, c'est il y a beaucoup d'oubliés. Ouais. Dans les luttes d'aujourd'hui, que le mouvement syndical n'est peut-être pas à même de rendre compte justement de ces oubliés, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des gains sociaux, mais il y en a d'autres qui sont complètement marginalisés. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Il y a trois choses qui ont affaibli le syndicalisme. La première, c'est la mondialisation. Ça veut dire, par exemple, l'ARENA, ça veut dire que les entreprises peuvent investir où ils veulent et l'État ne peut pas s'y opposer. Celle-ci oppose pour d'autres raisons. Ça a coûté à l'État canadien des millions de dollars. Et celui qui a défendu ça, qui a fait passer ça, c'est Bernard Landry, qui a fait le tour du Québec. Alors, ils s'entendaient tous ensemble. PQ, Parti libéral, sur la même position. Deuxième chose, c'est qu'à partir des années 60-80, ça a commencé un peu avant, c'est le développement du travail précaire. Ça veut dire quand vous avez, par exemple, dans les journaux, 60% des gens qui produisent le journal sont des précaires, pas protégés par le syndicat. Votre rapport de force diminue considérablement. Les syndicats ont réagi peu à peu à ça en essayant de les syndiquer, de les regrouper, puis mais dans certains secteurs, ils n'ont rien fait. À mon avis, les journalistes n'ont pas fait grand-chose pour les protéger. Alors maintenant qu'ils ont de la difficulté, c'est à cause de ça. Et le troisième phénomène, c'est, et ça c'est tout à fait nouveau, c'est la participation des travailleurs à l'organisation du travail. Ça veut dire qu'avant, c'était des contremaîtres. Évidemment, tout le monde était uni contre le contremaître. Comprenez-vous? C'était une force très forte. Le contremaître, c'est le trou de cul, il présente les patrons. Alors, même si quelqu'un travaillait moins fort, et ainsi de suite, il y avait une espèce de... Mais là, maintenant, c'est le collectif
qui jouent le rôle de contremaître, comprenez-vous? C'est eux qui s'auto-organisent, toi. Alors, tu sais, puis il y a des primes rattachées à ça. Alors, si toi, par exemple, tu es vieux comme moi, je travaille moins fort, là, on va dire, ben, prends donc la retraite de ton vieux, va-t'en, tu sais, tu vas perdre notre vie, puis ainsi de suite. Ou si vous êtes blessé ou moins efficace, c'est en même temps que ça s'est développé, le harcèlement au travail, ça a augmenté considérablement. Il y a un rapport avec ça, comprenez-vous? Et ça fait. Et pourtant, les travailleurs sont d'accord pour ça. Je les comprends, tu vois. Les travailleurs, quand tu fais des enquêtes, disent on aime mieux ça que d'avoir un contremaître qui nous fait chier. Tu sais, on sent plus autant. C'est vrai. Mais en même temps, ils vont dire on travaille plus fort qu'avant. Comprenez-vous? Alors, mais aussi. Mais ça affaiblit les syndicats. Vous pouvez le trouver à l'ONF, d'ailleurs, c'est gratuit, vous pouvez le faire venir. Il y a un documentaire qui est porté sur ça qui s'appelle L'établi, je pense, mais je peux me tromper. Et là, ils ont fait une enquête, on est aux États-Unis, toi, pour étudier la formation de ces comités d'organisation du travail, toi. Puis ils vont dans tout. Alors, tu vois, c'est la même chose qui est appliquée au Québec, la même chose appliquée aux États-Unis, toi, mais c'est avec l'appui du syndicat aux États-Unis, sans syndicat partout. Alors, c'est ça ce qui s'est passé. Ça aussi, ça affaiblit les syndicats parce que si vous venez. Et puis, les syndicats n'ont aucun pouvoir sur les décisions qui sont prises en haut, tu vois. Ça veut dire que ils peuvent fermer ton usine. Ce que tu fais, c'est qu'ils jouent leur rôle de contremaître. Et ça affaiblit les syndicats. Écoutez, malheureusement, je pense que c'est tout le temps qu'on a, donc étonnamment, parce que je croyais qu'on aurait avoir plus de temps pour la discussion, mais je vous invite aussi à assister donc à la projection du film 24 heures ou plus qui va avoir lieu donc, dans la salle principale de la Cinémathèque. J'en profite aussi pour remercier la Cinémathèque et en particulier Fabrice Montal de m'avoir aidé dans ce projet. Qui encore une fois s'est déroulé en 3 temps, qui d'abord présentait la question de l'esthétique de la résistance dans le milieu militant. Dans un deuxième temps, on a eu une approche qui était plutôt d'ordre cinématographique. Et je tenais à terminer cela par la question du l'apport du syndicalisme, qui est très présent dans le film de Groulx, dans l'histoire des luttes sociales au Québec. Et puis je dois avouer que, et là je vais faire une critique qui n'est pas tout à fait juste parce que j'ai quelques représentants du milieu syndical ici, mais je dois avouer que, et pour aller dans le sens de la question qui a été posée tout à l'heure, ce projet-là, moi je l'ai fait essentiellement à la suite de très nombreuses interventions au sein des organisations syndicales, où à chaque fois on s'apercevait que derrière la question technique des mobilisations, il y avait la question de fond qui était celle des motivations pour la mobilisation. On pouvait essayer de réfléchir de n'importe quelle manière, quelles sont les stratégies, etc. Mais au final, ça n'absert absolument rien si on ne sait pas ce qu'on veut en propre. Et ça, c'est quelque chose comme le fait d'une discussion, et c'est le fait aussi de quelque chose comme d'une culture qui consiste à s'approprier soi-même les moyens et aussi surtout les finalités de l'action politique. Et pour moi, le sens de l'esthétique de la résistance, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans le très beau roman que je vous invite à lire de Peter Weiss, qui porte donc le titre « L'esthétique de la résistance », c'est que précisément cette culture commune, elle est le fait de nous, mais de nous qui est vraiment celui d'une interaction, d'un dialogue, d'une réflexion commune, qui n'est pas quelque chose qui serait imposé du haut vers le bas, mais qui est vraiment une réappropriation par les individus de leur projet propre, mais dans le dialogue avec les autres. Pour répondre à votre question, pour moi, un événement comme celui-ci, il y a eu des soirs où on a eu beaucoup plus de monde, d'autres comme ce soir où il y en a moins, pour moi, en soi, l'important, c'est d'abord et avant tout que ça existe. C'est-à-dire que ce soit fait, et qu'il y en ait partout et beaucoup. Et ce que je souhaite, en fait, c'est qu'on puisse le faire dans des endroits, c'est merveilleux qu'on puisse le faire à la Cinémathèque, mais pour moi, je vais être vraiment heureux quand je vais voir, par exemple, que des gens dans une usine vont demander qu'on fasse le même genre de débat à l'intérieur d'une usine, pour prendre un lieu typique, ou à l'intérieur d'un atelier, peu importe. Je rappelle que René Vauthier, dont nous parlions et dont nous avons présenté un film il y a un mois, René Vauthier, quand il a fait son premier film sur la grève des chantiers de construction en 1951,
et alors qu'il était pourchassé par la police, pour une autre raison, en fait parce qu'il avait fait le premier film anticolonial français, René Vauthier donc circulait de chantier en chantier pour projeter sur une toile le film qui représentait les luttes ouvrières, afin que les ouvriers se regardent et cessent de se voir simplement comme des victimes, mais qu'ils se réapproprient leurs moyens d'action simplement par le simple fait de se voir et de se trouver beau. Et de se trouver beau, mais au sens non pas romantique, mais tout simplement au sens de nos luttes sont justes et nous comprenons nos luttes simplement par le fait de pouvoir nous voir nous-mêmes. Et donc, même si ces événements sont modestes, de par leur taille, de par... L'important, c'est qu'ils continuent à exister, et en ce sens, ils sont aussi, me semble-t-il, des preuves de résistance. Et pour conclure, vraiment, je tiens à remercier nos invités de ce soir, je tiens à remercier aussi les invités des deux premières séances, et on ne peut pas ne pas dire aujourd'hui longue vie à la Cinémathèque. Merci à tous et à toutes. Fin de la série esthétique de la résistance sur des ondes de 99media.org. Veuillez suivre les comptes Facebook et Twitter de Cyborg Simon ainsi que de 99 Media pour découvrir le moment de la prochaine web diffusion et rester à l'affût de l'actualité quotidienne. Merci à tous, passez une excellente soirée.